Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Il y a une conversation ces temps-ci dans notre belle société québécoise sur le racisme systémique. Est-ce que notre société est raciste? Est-ce que les Québécois sont racistes? Bon, les tragiques événements qui se viennent de se passer aux États-Unis avec le décès de M. Floyd, avec la mort de M. Floyd, amène cette conversation-là. Et on a tendance à être rapide à jeter la pierre aux États-Unis en disant, OK, c'est leurs vieux démons, sont encore racistes, etc., etc. Nous, ici, évidemment, c'est différent. Et puis, on s'empresse parfois de dire ça pour éviter d'avoir à regarder dans notre cours qu'est-ce qui se passe. Pourtant, si on veut vraiment vivre en enfant de lumière, si vraiment on veut être un repère dans les ténèbres, on n'a pas le choix de réfléchir là-dessus un petit peu. Il y a une façon simple, il y a une façon compliquée. En général, la façon simple, les deux amènent un peu aux mêmes réponses. En général, la façon simple marche pour la plupart d'entre nous, et à moins que vous ayez un poste de décision, que vous soyez patron dans une entreprise ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec toutes sortes de nuances. Je crois que la façon simple, en plus dans une capsule comme celle-ci, on n'a pas nécessairement le temps d'aller très très loin. Je crois qu'elle amène des très très bons résultats. Mais bon, pour arriver à des bons résultats, il faut commencer avec des bonnes définitions. Qu'est-ce que le racisme au juste? On mélange parfois ce qui se passe au niveau individuel. On mélange parfois le racisme avec comment il se manifeste. Et on mélange le racisme idéologique et le racisme systémique. Puis ça n'aide pas du tout la conversation. Donc, je vous propose quelque chose. Je vous propose ma définition. Le racisme, c'est faire une différence, faire des classes, faire des groupes entre les hommes, souvent à partir de caractéristiques physiques visibles. La couleur de la peau, le type de visage, type de cheveux, etc. Et on considère que chacun de ces groupes-là a des qualités précises, des aptitudes précises, des propriétés qui justifient que l'on traite les gens qui sont dans un ou l'autre de ces groupes-là de façon différente. Au niveau personnel, souvent, ça va se manifester avec simplement des préjugés, des insultes, ce genre de choses-là. Lorsqu'on est au niveau des sociétés, là, c'est un peu différent. Des fois, on va avoir des lois qui vont mettre de l'avant des choses comme ça, des distinctions comme ça. Au Canada, on vit encore avec la loi sur les Indiens. Elle est encore active aujourd'hui, cette loi-là. Et à toute fin utile, cette loi-là considère que les Autochtones sont des citoyens de seconde zone, sont des gens qui ont peut-être moins de valeur ou moins d'importance que les autres Canadiens. Et ça existe encore aujourd'hui. Comme je vous dis, c'est en vigueur au Canada. Au Québec, à ma connaissance, on n'a pas ce genre de loi-là encore en fonction. C'était là il y a quelque temps, mais présentement, on n'a plus ce genre de loi-là nécessairement en fonction, qui va dire tel groupe vraiment précis a pas ces privilèges-là ou a d'autres privilèges. On n'a pas ce genre de choses-là au Canada. Dans ce genre d'exemple-là, le racisme est une idéologie. C'est-à-dire c'est une façon vraiment de penser consciente. Consciemment, on décide de faire des distinctions entre les gens et on décide que non seulement on distingue les gens, mais on donne des qualités, des propriétés, des avantages différents aux différents groupes. Lorsqu'on parle de racisme systémique, c'est différent. C'est pas la même chose. C'est plutôt le système, comment que notre société est organisée, les règles, les exigences, les demandes qu'on met de l'avant pour avoir accès à certaines choses, pour avoir accès à un prêt à la banque, pour avoir accès à l'éducation, pour avoir accès à peu importe. On a des règles qui sont là, qui sont techniquement les mêmes pour tout le monde. Peu importe à quel groupe que vous appartenez. En fait, on mentionne même pas les groupes dans nos règles, mais les règles sont telles que elles créent pour certaines communautés, généralement les communautés culturelles, comme un monde parallèle, comme un environnement qui fait en sorte que dans le fond, c'est beaucoup plus dur pour ces personnes-là
de réussir à rencontrer les exigences. Et souvent, c'est le cas, pas à cause de choix que les personnes elles-mêmes ont fait, mais plutôt à cause d'une sorte d'héritage, à cause du passé qui perdure. Et lorsque l'on met ces règles-là, puis qu'on ne tient pas compte de ce passé-là, on crée ce clivage-là dans la société, parmi les différents groupes. Et comme c'est pas quelque chose de conscient, bon, il y a possiblement des personnes qui ont du racisme idéologique, qui sont à des postes clés un peu partout, puis qui entretiennent ça c'est possible, mais c'est une autre histoire. En général, la plupart des gens dans la société ne vont pas vouloir mettre de l'avant une société inégale. Par contre, ils ne vont pas être conscients que les règles qui sont là, que les exigences qui sont mises en place, créent ces inégalités-là, ou les encouragent, ou font en sorte qu'elles perdurent plus facilement. Il n'y a pas nécessairement d'idéologie, mais le résultat est plus ou moins le même. Et là, comme c'est plus subtil, comme il n'y a pas quelque chose de clair, quelqu'un en quelque part qui fait quelque chose de précis, c'est plus difficile de mettre le doigt dessus, et si on ne cherche pas à les retrouver, si on ne nomme pas la situation, ça va devenir vraiment difficile de la corriger. Donc, le racisme systémique, c'est plutôt quelque chose qui émerge des règles et des modes de fonctionnement, comme ça existait pour le sexisme. Avant, c'était clairement dans la loi. Maintenant, c'est plus dans la loi. Hommes et femmes, on est égaux devant la loi. Mais dans les faits, comment les règles, comment les codes sociaux sont encore présents, les codes sociaux qui sont encore présents, comment les choses sont encore ancrées, fait en sorte qu'on a tendance à défavoriser les femmes par rapport aux hommes dans plusieurs situations. Dans d'autres situations, ça peut être l'inverse. Donc, on traîne encore ces problématiques-là, et tant qu'on ne le reconnaît pas, tant qu'on ne le nomme pas, on ne peut pas s'y attaquer. Pour le chrétien, ce genre de situation-là devrait vraiment nous interpeller. Dans l'Ancien Testament, dans le peuple juif, il y avait les Israélites et les non-Israélites qui vivaient parmi le peuple juif. Ces gens-là, la Bible les appelait les étrangers. Et c'était très important de faire attention à l'étranger, même s'il n'avait pas tous les mêmes privilèges un peu partout, surtout dans les rites culturels. C'était important de bien traiter l'étranger. Alors, j'ai pris un passage, Exode 23:9 nous dit « Tu n'opprimeras pas l'étranger, vous-même vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger en Égypte. » Alors, parmi tous les versets qui parlent de l'étranger, j'ai choisi celui-là qui parle de traiter l'étranger correctement, parce que dans celui-là, Dieu donne le motif pour lequel il met ce commandement-là en place, cette règle-là en place. Dieu dit, vous avez été étrangers en Égypte. Dieu veut faire appel à ce souvenir-là. Si aujourd'hui vous avez un pays qui est chez vous, c'est parce que quand vous étiez en Égypte, puis que vous n'étiez pas des Égyptiens, vous étiez des étrangers en Égypte, moi je suis intervenu, je vous ai pris de là, et je vous ai amené dans ce pays-ci, et maintenant ça c'est chez vous. Mais souvenez-vous, quand vous étiez en Égypte, souvenez-vous, c'est quoi être étranger? Et là, l'étranger qui est parmi vous, traitez-le correctement. Il y avait des distinctions entre les étrangers, entre les circoncis et les non-circoncis, mais ces distinctions-là ne devaient pas changer la valeur des gens eux-mêmes. C'est pas parce que tu es un étranger que tu vaux moins que le juif. Pourtant, les juifs de l'Ancien Testament ont comme intégré une compréhension erronée de l'étranger. L'étranger est devenu quelqu'un d'impur, est devenu quelqu'un avec qui il fallait vraiment pas se mêler. Et lorsque Pierre a dû aller vers des païens, vers des non-juifs, pour annoncer la bonne nouvelle, il a fallu que le Saint-Esprit fasse un travail dans Pierre pour corriger cette historique, cette compréhension-là que l'étranger était vraiment mauvais. Et lorsqu'il va rencontrer Corneille, dans Acte 10, Paul va déclarer à Corneille, puis aux gens dans la maison, vous savez, il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou même d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé
ou impur. Ouch! Il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'était un énorme changement dans leur mentalité, dans la pensée, même si l'Ancien Testament ne suggère pas que les étrangers étaient des êtres inférieurs. En fait, ce qu'il faut comprendre encore plus, c'est que nous sommes tous des étrangers. Ou du moins, on l'était tous avant que Dieu bouge et prenne les devants. Colossiens 1 nous dit, « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche. » Alors, il faut bien comprendre, on est tous incapables, on est tous inaptes de rencontrer les exigences pour aller en présence de Dieu, pour vivre dans la cité de Dieu, si on veut. Tous, sans exception. Parce que pour pouvoir être là-bas, il faut être parfait, il faut être sans péché. Et ça, c'est impossible. Personne ne peut rencontrer ces exigences-là. Mais Dieu n'est pas resté les bras croisés en se disant « C'est ça les règles, c'est ça les règles. » Dieu a pris les devants. Dieu a fait des pas vers nous. Des pas qui lui ont coûté cher. Des pas qui ont coûté Jésus. Si nous, on veut lui ressembler, si nous, on veut le représenter, on doit pouvoir faire la même chose. On doit pouvoir faire un pas vers l'autre, même si ça nous coûte. D'autant plus que nous étions, nous aussi, des étrangers. Et ça doit être vrai dans nos relations interpersonnelles. Ça devrait être aussi le cas dans notre société. Et ça, c'est une place où les chrétiens, on peut, je crois, faire une différence. On peut prendre notre place là, parce qu'on a une compréhension peut-être différente de la valeur de la vie, de la valeur de chaque personne aux yeux de Dieu. Mais pour cela, il faut vraiment qu'on ait constamment sous nos yeux l'œuvre de Jésus pour nous. Là, es-tu prêt à ça? Imaginez vivre chacune de vos situations de vie comme si vous étiez devant la croix de Jésus. Toutes les fois que vous intervenez avec quelqu'un, à toutes les fois que vous allez au supermarché, à toutes les fois que vous devez aller parler avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord, avec qui vous êtes fâché, imaginez que vous vivez cette situation-là devant la croix. Ça change de perspective. Ça nivelle les différences. Ça fait disparaître en quelque part qu'est-ce qui met une séparation entre nous et l'autre, parce que peu importe ce qu'il pourrait y avoir entre nous, ça ne sera jamais aussi grand que la différence entre nous et Jésus. Et peu importe l'effort qui nous est demandé pour rejoindre l'autre, pour faire un pas vers lui, ça ne ressemblera jamais à ce que Jésus a fait. Bon, je sais que c'est rapide, je sais qu'il y aurait des tonnes de nuances à apporter, puis moi je suis disposé à discuter avec vous si vous trouvez que c'est trop simpliste. Je peux prendre la version compliquée si vous voulez. Écrivez-moi, appelez-moi. Mais imaginons-nous dans chacune des situations de notre vie comme si nous étions au pied de la croix. On va se rappeler qu'on était étrangers, puis on va être capable de rejoindre l'autre. Je vous souhaite une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse.